Et bonjour tout le monde et bienvenue à ce très intéressant panel sur l'accueil des personnes réfugiées au sein des communautés francophones et acadiennes. On a un agenda très, très chargé et intéressant pour vous, donc on a hâte de pouvoir vous présenter le tout et aussi on aura à la fin une opportunité de vraiment échanger aussi. Donc, vous aurez l'opportunité de poser des questions à nos panélistes. Donc, comme vous savez, le Canada a démontré vraiment à maintes reprises sa capacité de mobiliser rapidement des ressources pour répondre à des situations d'urgence en matière de réinstallation des personnes réfugiées. On pense entre autres à la situation syrienne, plus récemment à la situation des personnes afghanes. Et donc, en 2018 et 2019, d'ailleurs, le Canada était le pays où s'était réinstallé le plus de personnes réfugiées au monde. Alors, c'est dans ce contexte qu'on pense qu'il est particulièrement pertinent de réfléchir sur les rôles des communautés francophones et acadiennes dans la réinstallation de ces personnes réfugiées au pays et aux mesures qu'on peut développer pour accroître les capacités communautaires à répondre aux besoins particuliers des personnes réfugiées lorsqu'ils arrivent au Canada. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on s'affaire à faire. Donc, on va tenter de répondre à certaines des questions à travers la présentation de trois panélistes. Chaque présentation va durer à peu près une vingtaine de minutes, après quoi on va ouvrir le plancher pour vos questions. Et donc, vous avez l'opportunité de poser vos questions sur le Q&A ou directement aussi sur le chat, mais c'est mieux de le poser sur le Q&A pour être sûr qu'on ne les rate pas. Et donc, on aura l'opportunité alors à ce moment-là d'en discuter. Vous pouvez également poser des questions à l'oral. Donc, c'est vraiment à votre aise, c'est ce avec le quoi vous êtes le plus confortable. Donc, vous allez voir aussi qu'à la fin du panel complètement, les participants, donc vous, allez être invités à répondre aux formulaires d'évaluation en ligne. Ces formulaires sont très pertinents pour ensuite améliorer les panels et les conférences d'une année à l'autre. Donc, on attend vos commentaires avec grande anticipation. Vous allez d'ailleurs trouver un lien vers le sondage SurveyMonkey qui va être partagé vraiment à la fin de la séance et je vais vous le rappeler avant de clôturer. Ne vous en faites pas. Donc, sans trop prendre la parole, je vais directement céder le micro. Donc, on va passer au début du panel. Je vous présente notre premier panéliste, M. Guillaume Deschênes-Thériault. Mais Guillaume, donc, excusez-moi. Donc, Guillaume est doctorant en sciences politiques à l'Université d'Ottawa. Il détient un baccalauréat de l'Université de Moncton et une maîtrise de l'Université d'Ottawa. Dans le cadre de ses recherches, il s'intéresse particulièrement aux communautés francophones en situation minoritaire, avec un intérêt particulier pour l'enjeu de l'immigration. Donc, Guillaume, à toi la parole. Bonjour à toutes et à tous, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc, ma présentation, en fait, c'est une mise en contexte générale de la catégorie des personnes réfugiées et je vais aussi donc réfléchir un peu à l'émergence et à l'évolution de la catégorie des personnes réfugiées, un bref retour historique sur les politiques canadiennes à l'égard des personnes réfugiées, un portrait statistique à la fois concernant les tendances à l'international et au Canada et quelques pistes de réflexion quant au rôle des communautés francophones. Comme vous le savez, une personne réfugiée, c'est une catégorie bien distincte d'immigration en comparaison, par exemple, aux immigrants économiques ou du parrainage familial, parce que ces derniers font le choix de s'établir de façon permanente dans un pays étranger, tandis que les personnes réfugiées, pour elles, ce n'est pas un choix, elles sont forcées de fuir pour leur propre protection. Et les programmes canadiens en matière d'admission des réfugiés, oui, dépendent de certaines mesures propres au Canada, mais également du droit international, notamment de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. L'objectif donc de la présentation d'aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, c'est donc de faire une mise en contexte générale de cette catégorie particulière de personnes immigrantes. Ce n'est pas tiré d'une recherche en particulier, mais de plusieurs sources variées. Dans le cadre de la présentation, je vais vous présenter des données statistiques à la fois des mises à jour mensuelles d'IRCC, mais aussi de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, donc le Haut Commissariat des Nations Unies des tendances mondiales. Je vais aussi tirer quelques réflexions d'une recherche à laquelle j'ai collaboré il y a quelques années dans le contexte atlantique, où on avait fait une campagne d'entretien, notamment auprès de certaines personnes réfugiées, et d'une recension sommaire des écrits. Au niveau le concept de réfugié, au sens où on l'entend aujourd'hui comme objet du droit international, c'est une création juridique du 20e siècle. Certes, il s'agit d'une réalité beaucoup plus ancienne.
On peut penser aux demandeurs d'asile du Moyen Âge ou à différentes périodes de l'histoire, mais c'est vraiment au tournant du 20e siècle que commence à se construire une catégorie juridique qui réfère à des droits pour les personnes réfugiées et à des obligations pour les États. Le processus d'élaboration des droits, des conventions et des directives applicables à l'échelle internationale pour la protection des personnes réfugiées s'est étalé sur plusieurs décennies. Ça a vraiment débuté par des mesures temporaires qui visaient des crises particulières. Ça a vraiment commencé les différents États ont commencé à collaborer ensemble pour, au moment où la question des réfugiés est devenue un problème pour la communauté internationale. Et c'est notamment dans le contexte de la crise des personnes déplacées soviétiques de la fin des années 10, début des années 20. Ça s'inscrivait dans le contexte de la guerre civile russe et de la famine soviétique. Et à l'époque, on comptait un peu plus d'1 million de personnes déplacées sur le continent européen en raison de cette crise-là au sein de l'URSS, et ce, au lendemain des ravages de la Première Guerre mondiale. On a mis en place le premier instrument juridique en droit international quant à la protection des personnes réfugiées, c'est le passeport de Nansen au début des années 1920. Il s'agissait d'un document d'identification de voyage qui était délivré par les États d'accueil et qui conférait un minimum d'existence juridique aux personnes réfugiées, notamment une identité, certains droits en matière de travail, mais c'était beaucoup plus limité que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et cette mesure visait exclusivement les personnes déplacées en provenance de Russie. Et au courant des années 20, au fur et à mesure que d'autres situations d'urgence sont survenues, notamment la question du génocide arménien et de certaines minorités persécutées dans les limites de l'ancien Empire ottoman, on a fait évoluer la définition d'une personne réfugiée et des protocoles en place, mais rapidement, au cours des années 30, les mesures temporaires qu'on cherchait à mettre au fur et à mesure que des crises apparaissaient ont démontré leurs limites, notamment à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. C'est en 1951 qu'a eu lieu la Convention de Genève. Là, je pensais très rapidement, on aurait pu passer au moins 3 heures juste à discuter de l'émergence de la catégorie des personnes réfugiées. Mais vraiment, la Convention de Genève de 1951, c'est la pierre d'assise en droit international à l'égard des personnes réfugiées. On a abandonné la démarche ad hoc pour mettre en place des instruments permanents. Cette convention précise notamment les critères pour définir qui est un réfugié, les droits des personnes réfugiées, le droit au travail, le droit à l'éducation, le droit d'obtenir des titres de voyage. On précisait également les obligations pour les États signataires, notamment le principe fondamental du non-refoulement, selon lequel un réfugié ne doit pas être envoyé d'un pays où sa vie ou sa liberté serait gravement menacée. On précise également le rôle du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, avec lequel les États signataires collaborent pour venir en aide aux personnes réfugiées. Et avec la Convention de Genève, on a voulu aller vers une conception universaliste qui pourrait s'appliquer en tout lieu et en toute crise. Donc, on a vraiment laissé de côté les mesures temporaires pour se doter d'une conception universaliste. En 1951, cette conception-là était toujours limitée parce qu'on avait mis en place des limites temporelles et géographiques. Donc, les États pouvaient choisir de seulement appliquer cette convention-là aux réfugiés originaires d'Europe. Mais en 1967, avec le protocole qui a été ajouté en 1967, on a mis de côté ces limites temporelles et géographiques-là pour vraiment doter la convention d'un caractère universel. C'est la définition, donc, au niveau des différents critères qui sont pris en compte. Je m'excuse de t'interrompre, Guillaume. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, juste ralentir un peu la cadence pour les fins d'interprétation? Oui, parfait. Merci. Merci, Ryan, de me ramener à l'ordre. Donc, au niveau de la définition la Convention de Genève, comme je l'ai mentionné, précise les différents critères qui sont utilisés pour définir qui est une personne réfugiée. Au niveau du Canada, durant la première moitié du 20e siècle, alors que se développaient les premiers instruments en droit international du côté européen, au Canada, on avait plutôt une politique d'accueil restrictive et discriminatoire. En fait, le passeport de Nansen, le Canada ne l'a pas reconnu et en 1951, le Canada n'a pas ratifié initialement la Convention de Genève. Il faut attendre 1969 avant que le Canada ratifie cette convention. Et durant la période d'après-guerre, on peut dire en fait que le Canada avait une certaine
politique d'ouverture, mais limitée à l'égard des personnes réfugiées, et que notre action était surtout concentrée à l'égard des personnes réfugiées qui étaient originaires d'Europe. Notamment, on peut penser à la crise des réfugiés hongrois des années 50, où le Canada avait accueilli plus de 37 000 réfugiés hongrois en l'espace d'une année et nolisé plus de 200 vols. Il y a eu aussi la question des réfugiés de la Tchécoslovaquie. Et c'est vraiment à la fin des années, au courant des années 60 qu'on a procédé à une réforme, je dirais, en profondeur des lois et des politiques en immigration pour leur retirer leur caractère discriminatoire et vraiment retravailler cette politique-là. Et ça l'a mené, en fait, de manière générale pour l'ensemble des catégories d'immigration, qu'on a abandonné les politiques qui cherchaient à favoriser une immigration d'origine européenne pour retirer donc les éléments discriminatoires de la politique canadienne d'immigration. Et au début des années 70, on a eu pour la première fois une immigration qui était majoritairement d'origine non européenne et c'est une tendance qui s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Et ça s'est aussi répercuté dans notre approche, l'approche canadienne par rapport aux personnes réfugiées. Et c'est vraiment au début des années 60, début des années 70 qu'a commencé à se construire l'image du Canada comme une terre d'accueil. Début des années 70, on a accueilli un groupe de réfugiés du Tibet, 72 des réfugiés asiatiques d'Ouganda. Et pourquoi je les mentionne, en fait, c'est que c'était les premiers groupes de réfugiés d'origine non européenne que le Canada faisait des efforts conséquents pour accueillir. Et à la fin des années 70, il y a eu toute la question des réfugiés d'Asie du Sud-Est avec un objectif initial d'admettre 50 000 personnes réfugiées qu'on a dépassé rapidement. Et à cette époque-là, les réfugiés représentaient environ le quart des admissions annuelles. Aujourd'hui, c'est plutôt entre 15 et 20 %. Et en 1986, le Canada a même reçu la médaille de Nansen, qui était décernée par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, en reconnaissance à sa contribution importante et soutenue à la cause des réfugiés. Donc, en 15 ans, on a pu vraiment avoir une transformation de l'approche canadienne à l'égard des personnes réfugiées. Et par la suite, à maintes reprises, le Canada a démontré sa capacité à mobiliser rapidement des ressources pour répondre, excusez-moi, à des situations d'urgence à l'échelle internationale. On a pu le voir avec l'exemple des réfugiés syriens et notamment là, tout récemment avec l'exemple des réfugiés d'Afghanistan. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais ces exemples-là sont pour un peu illustrer cette capacité-là du Canada en matière de réinstallation des personnes réfugiées. Et autre élément intéressant à mentionner en passant à la prochaine diapositive, au niveau des différents critères qui sont associés à la Convention de Genève de 1951, les États peuvent aller plus loin que ces critères-là et reconnaître d'autres facteurs de persécution sur lesquels on reconnaît qu'une personne peut obtenir le statut de personne réfugiée. Et au Canada, en 1993, on était le premier pays au monde à reconnaître la persécution selon le genre de la personne. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui le reconnaissent, mais en 1993, le Canada était le premier pays au monde à aller dans cette direction-là. Et aussi, j'ai préparé une petite dans cette mise en contexte générale là, au niveau de l'accueil des personnes réfugiées au Canada. Je me suis basé sur une étude récente du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés au Canada qui s'intéressait donc aux retombées de l'accueil des personnes réfugiées sur la société canadienne. Puis pourquoi est-ce que j'ai inclus cette diapositive-là à la présentation? C'est vraiment pour illustrer que oui, à part les programmes qu'on a en place pour accueillir des personnes réfugiées, l'idée, c'est de venir en aide à des personnes qui ont des besoins immédiats de protection, mais ce n'est pas unidirectionnel. L'accueil des personnes réfugiées a aussi d'importantes retombées positives à long terme sur la population, sur la société canadienne, à la fois en termes économiques, sociaux, culturels, au niveau des contributions économiques, donc à long terme, donc après une certaine période de temps donnée, le taux de chômage chez les personnes réfugiées qui sont désormais citoyennes canadiennes ou les citoyens de naissance deviennent pratiquement un taux similaire. Il y avait un sondage qui avait été fait dans le cadre de cette étude-là qui démontrait que le sentiment d'appartenance envers le Canada était même plus élevé chez les personnes réfugiées que chez les citoyens de naissance. Et cette citation-là, je l'ai placée en fait pour répondre, heureusement c'est une minorité de personnes, mais il y a quand même certains discours qui circulent comme quoi ça coûte cher l'accueil des personnes réfugiées ou qu'on met certains discours qui viendraient remettre en cause la politique d'accueil du Canada. Mais en fait, cet argument-là ne tient pas la route car cette étude-là démontre qu'après 20 ans au Canada, les réfugiés rapportent davantage avec l'impôt qu'ils ont payé que qu'est-ce qu'ils reçoivent en prestations et services sociaux. Donc, même ceux qui tiennent ce type d'argumentaire
argument-là, on peut leur répondre que non, ça ne tient pas la route parce qu'à long terme, les investissements, les retombées positives de ces investissements-là dépassent largement les coûts initiaux. Donc, ça, c'est une diapositive que je voulais présenter pour terminer cette mise en contexte-là. Avant de passer au portrait statistique, donc, ce graphique-là que vous voyez, en fait, c'est des données de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés sur les tendances mondiales à mi-année 2021. Donc, à chaque année, en milieu d'année, le HCR publie des données à jour. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, ces données-là ont été publiées avant notamment la crise des réfugiés afghans et avant la crise des réfugiés ukrainiens qui est en fait se dessiner sous nos yeux. Mais qu'est-ce que ces données-là nous apprennent? C'est qu'une tendance marquée à la hausse du nombre de réfugiés à l'échelle internationale au cours des 10 dernières années. Donc, ça, c'est au niveau des réfugiés qui relèvent de la compétence du HCR. On est passé de 10,5 millions de personnes en 2012 à 20,8 millions en 2021, donc ça a presque doublé. Et au niveau des demandeurs d'asile, donc les personnes qui demandent d'être reconnues à titre de personnes réfugiées, on est passé de un peu moins de 1 million en 2012 à 4,4 millions en 2021, donc 4 fois plus. C'est des tendances à la hausse. Et avec les crises qu'on connaît à l'heure actuelle, on peut s'attendre que lorsque les données de 2022 seront publiées, ces chiffres-là vont augmenter aussi de manière importante. Au niveau des principaux pays d'origine, à la mi-année 2021, les principaux pays d'origine des personnes qui étaient considérées comme réfugiés, qui tombaient sous la compétence du HCR. On avait notamment la Syrie, l'Afghanistan, le Soudan du Sud, Myanmar, Congo et la liste des pays que vous voyez à l'écran. Pourquoi est-ce que la Syrie apparaît encore aujourd'hui? C'est qu'en fait, il y a des personnes qui peuvent attendre des années avant de voir des solutions permanentes à leur situation actuelle. Donc, une personne qui serait encore dans un camp de réfugiés ou d'un pays voisin en attente d'une solution permanente à sa situation peut être considérée pendant plusieurs années comme une personne réfugiée jusqu'au temps qu'une solution permanente soit trouvée. Donc, c'est pour ça qu'on voit encore certains pays qui sont assez élevés en termes de nombre. Et dans l'année qui vient, comme je vous ai mentionné, ce portrait-là est à mi-année 2021. Donc, on sous-estime certainement le nombre de réfugiés en provenance de l'Afghanistan et désormais de l'Ukraine. Et une autre statistique à mentionner, en fait, c'est que la majorité des personnes réfugiées à l'échelle internationale ne se trouvent pas en Europe ou en Amérique du Nord, mais bien dans des pays voisins des zones de conflit. Si on regarde en fait le top 10 des pays où il y a le plus grand nombre de réfugiés à l'heure actuelle, on parle de la Turquie, de la Colombie, de l'Ouganda, du Pakistan, du Soudan, Bangladesh, Liban, etc. Donc, vraiment, le 3/4 des personnes réfugiées, approximativement les 3/4 des personnes réfugiées à l'échelle internationale, se trouvent dans des pays voisins des zones de conflit ou des principaux pays d'origine des personnes réfugiées. Et s'il y a certaines crises qu'on connaît, situations d'urgence qu'on connaît bien, il y en a plusieurs qui sont méconnues. Le Haut Commissariat l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, en fait, identifie une quinzaine de situations d'urgence, des situations très problématiques à l'heure actuelle. Donc, je vous ai mis simplement un partage d'écran avec la liste. Il y en a certaines qu'on connaît très bien et d'autres qu'on entend moins parler, même si les besoins sont criants. Un exemple, la situation au Burundi. Selon l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, c'est la situation d'urgence à l'échelle internationale qui est la moins bien financée à l'heure actuelle, alors qu'il y a encore environ 300 000 personnes réfugiées en lien avec cette crise-là, et que les camps dans les pays voisins qui accueillent les personnes réfugiées sont sous-financés et sous-équipés. Donc, on pourrait faire une analyse différente pour chacune de ces situations-là, mais c'est pour montrer un peu l'ampleur à l'échelle internationale des besoins et que c'est des besoins, selon la dernière décennie, qui vont en forte croissance. Au niveau du Canada, ça, c'est des données d'IRCC. On peut voir, en fait, il y a deux principales catégories d'admission pour les personnes réfugiées. D'abord, il y a les personnes protégées et à charge à l'étranger, donc la ligne verte, entre 12 et 18 000 admissions sur une base annuelle. Ça, c'est des personnes qui ont demandé le statut des demandeurs d'asile, qui ont demandé le statut de réfugié une fois au Canada, donc qui sont arrivés au Canada par voie terrestre, maritime, aérienne et qui demandent la protection. C'est somme toute relativement limité en termes de nombre. Ça s'explique aussi par la position géographique du Canada. Et en rouge, on voit en fait le cas des personnes réfugiées réinstallées.
Donc, le gouvernement du Canada travaille de pair avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et des parrains du secteur privé pour, pour les personnes qui sont à l'extérieur du Canada et qui ont un besoin d'une protection permanente. Donc, on peut voir, enfin, en 2016, on était à 46 000 et ça a diminué un petit peu. C'est dans le contexte de l'accueil des réfugiés syriens, mais on peut s'attendre à une augmentation. Et déjà, en 2021, on a vu une augmentation en chiffre absolu. Puis, en termes de proportion, les réfugiés représentent entre 14 et 20 des admissions annuelles. Et lorsqu'on regarde les plans des niveaux d'immigration 2022-2024, je me suis amusé à faire l'exercice, et au niveau des fourchettes, des cibles, on s'attend à ce que ça reste dans ces mêmes proportions-là, entre 15 et 20 pour les personnes réfugiées. Toutefois, les plans des niveaux prévoient une augmentation quand même importante en nombre absolu. Donc, même si les proportions demeurent les mêmes, les plans des niveaux prévoient une augmentation en termes du nombre absolu de personnes réfugiées qui seront accueillies dans les prochaines années. Ça, c'est une diapositive au niveau des principaux pays d'origine. Je vais passer. Au niveau de l'immigration francophone, c'est certain que pour ce qui est de la catégorie des personnes réfugiées, les admissions sont fortement influencées par des facteurs externes comme des crises humanitaires de grande ampleur ou des conflits armés. Mais à noter, en fait, à l'exception de 2020, dans l'ensemble des différentes catégories d'admission des résidents permanents, c'est dans celle des réfugiés réinstallés et des personnes protégées au Canada où il y a la plus forte proportion de résidents permanents d'expression française. Ça oscille entre 2,3 et 3 et 3,5 entre 2016 et 2020. Et donc, l'objectif de la présentation, c'était rapidement en 20 minutes, comme je vous dis, on aurait pu en discuter pendant des heures au niveau de l'émergence de la catégorie des personnes réfugiées et du portrait statistique, c'est de vous donner un peu un portrait d'ensemble. Et en conclusion, je vais vous présenter quelques éléments de réflexion pour les communautés francophones. Comme je vous l'ai indiqué, le Canada a démontré à maintes reprises sa capacité à mobiliser rapidement des ressources pour répondre à des situations d'urgence, pour accroître les admissions dans le volet des personnes réfugiées. Même à 2 reprises, donc au courant des dernières années, le Canada s'est classé en tête à l'échelle internationale en termes de nombre de personnes réfugiées réinstallées. Donc, ça démontre en fait les capacités du Canada à répondre rapidement à des situations d'urgence et basé sur son expérience en matière de réinstallation, sa tradition humanitaire, donc depuis les années 70, on a construit l'image du Canada comme une terre d'accueil et son engagement vers la francophonie internationale, le Canada pourrait développer une certaine expertise de concert avec ses partenaires du Haut-Commissariat pour les personnes réfugiées afin de favoriser la réinstallation de personnes réfugiées d'Afrique francophone, notamment dans des situations d'urgence dont les besoins sont moins couverts à l'heure actuelle. On peut penser, donc, je vous ai présenté la diapositive sur les situations de crise. Il y a plusieurs de ces crises-là, notamment en Afrique subsaharienne, qui retiennent moins l'attention que d'autres crises des réfugiés. Et en complément, donc vraiment en complément, en parallèle à son action actuelle, le Canada pourrait développer une expertise dans ces régions-là et travailler de pair avec les communautés francophones pour l'accueil d'un plus grand nombre de personnes réfugiées. Il y a aussi toute la question de l'accueil des personnes réfugiées allophones au sein des communautés. Ça, avec l'exemple des réfugiés afghans, Jean et Jeannick pourront vous en parler davantage. Et la question aussi du renforcement des capacités communautaires en matière de parrainage privé et du renforcement des capacités communautaires au sein des communautés francophones en matière d'aide à la réinstallation. Parce que, comme vous le savez, puis ça, la présentation de Bintou va pouvoir vraiment faire le point sur ces enjeux-là. Les besoins en termes d'aide à l'établissement, d'aide à l'installation ne sont pas du tout les mêmes et on a besoin de mesures adaptées. Et il y a encore un besoin important pour développer ces capacités-là, développer davantage ces capacités-là au sein des communautés. Et finalement, je crois que vous ne voyez plus mon écran. Donc, aussi l'importance de bien partager l'information sur les possibilités d'intégration au sein des communautés francophones au moment de l'accueil, parce qu'en fait, les personnes se trouvent dans des situations de vulnérabilité souvent importantes au moment de l'arrivée. Et ce n'est pas seulement pour dire qu'on veut favoriser l'immigration francophone au sein des communautés qu'il faut assurer un partage important d'informations, c'est aussi pour faciliter l'intégration de certains réfugiés d'expression française qui ne sont pas toujours au courant de l'existence des communautés, des possibilités d'obtenir des services en français. Et dans différentes études, notamment en contexte minoritaire, on voit que des personnes qui
au moment de l'arrivée, qui font face à un lot important d'informations, ne vont pas toujours poser des questions sur les services en français, ne vont pas toujours chercher à savoir quels services auxquels ils ont droit, et ils passent à côté d'opportunités d'obtenir des services dans leur langue officielle dans laquelle ils seraient le plus à l'aise. On pourra en reparler à la période de questions parce que je dépasse déjà mon temps et je vais arrêter ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Guillaume, pour cet excellent survol. Je pense que ça va bien nous équiper aussi pour la suite des discussions aujourd'hui. Par ailleurs, pour les participants, je vous rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez commencer dès maintenant à les écrire. La période de questions va suivre après, mais au moins, on aura déjà les questions sur le vif. Donc, si vous avez des questions pour Guillaume, vous aurez l'opportunité de lui poser après le panel. Donc, sans plus tarder, je recède le micro parce que c'est trop intéressant pour le garder pour moi-même. Donc, le prochain présentateur sont Jannick Arcan et Jean Viel. Donc, Jannick est directrice adjointe par intérim dans la division des opérations de réinstallation du réseau de l'établissement, où elle travaille justement sur le programme d'aide à la réinstallation et elle travaille à la IRCC depuis 2013. De son côté, Jean s'est joint en octobre dernier à la direction de l'établissement de l'Afghanistan pour diriger l'engagement des intervenants traditionnels qui comprend la prestation de conseils stratégiques et la direction des relations avec les intervenants sur les contributions des communautés francophones dans le domaine de la réinstallation. Donc, on a deux intervenants bien expérimentés, très intéressants, et je vous cède tout de suite la parole, Jean et Jannick. Merci. Bonjour. Je ne me vois pas à l'écran. Est-ce que c'est normal? On vous voit, Jean. Excellent. Merci beaucoup. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Jannick et moi, on est vraiment contents de se joindre à vous. Merci à la FCFA pour l'invitation. Et donc, on va vous présenter aujourd'hui, faire un survol vraiment de la situation des réfugiés afghans. Mais considérant l'actualité du moment, on va certainement déborder légèrement. Considérant le discours que le président Zelensky vient tout juste de prononcer, je crois que vous allez être d'accord pour qu'on déborde légèrement du sujet afghan. Jean, je suis désolé de vous interrompre. Est-ce que le partage d'écran, ce serait mieux si on n'avait que le PowerPoint qui apparaissait plutôt que vos notes? Sinon, ça paraît un peu plus compliqué à lire. Voilà. Parce que j'apprécie avoir seulement la présentation. Merci. Effectivement, ça simplifie les choses. Et merci de cliquer sur la petite icône lancement du diaporama. Oui, donc c'est moi qui partage la présentation en ce moment. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous voyez en ce moment? Tout votre écran avec toute la bande là. Voilà, si vous pouviez cliquer tout en bas à droite sur lancer le diaporama, ça serait très bien. OK. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non, c'est l'autre écran. Normalement, vous avez le deuxième écran qui apparaît. OK. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Je vais... Tu normalises le vieux que je suis, c'est parfait. Oui. Donc, en ce moment, est-ce que je vais essayer avec mon autre écran? Est-ce que c'est mieux comme ça? Non, revenez en arrière juste sur le PowerPoint, ça suffira peut-être. On va se contenter de ça. Ou nous avons partagé le PowerPoint avec l'équipe. Peut-être que ça serait mieux qu'ils utilisent le PowerPoint que nous avons présenté, que nous avons partagé. Oui, peut-être. Guillaume? En fait, allez-y avec le PowerPoint seulement, pas en mode diaporama, ça va être numéro 1 avec le PowerPoint en mode normal. À moins que vous voulez me dire quel bouton appuyer. En fait, revenez en arrière. On va faire encore plus simple sur la partie avant où on voit juste le logiciel PowerPoint. Juste peut-être échapper. Échapper, ça devrait vous ramener là où vous voulez retourner. OK, parfait. Puis en ce moment, vous voyez quoi exactement? Internet. Internet, OK. On avait fait le test en plus, je ne sais pas pourquoi que ça ne fonctionne pas. On va rester là-dessus. OK, juste comme ça, d'accord, je comprends. C'est ce qui est le plus optimum de ce que vous pouvez avoir. Donc, si vous voulez bien, on va continuer là-dessus. Excusez-moi de vous avoir interrompu. D'accord. En fait, je
pense que ça serait préférable si vous pouvez utiliser la version que nous avons partagée avec vous. Est-ce que Guillaume, est-ce que tu seras en mesure de le faire? Si vous voulez aller juste avec celle-là, ça va être parfait, Yannick, pour l'instant. Je vais voir en arrière. OK, d'accord. Donc, Yannick, tu peux peut-être passer à la prochaine page. Est-ce que c'est possible? Voilà. Donc, en gros, voici ce dont on va vous parler cet après-midi. On va vous faire une mise en contexte de la situation afghane. On va vous donner quelques données également. On va vous parler de l'approche du ministère par rapport à la réinstallation des réfugiés afghans et partager quelques annonces ministérielles récentes. On va parler de l'expertise francophone, vraiment, qui est en développement du côté de la réinstallation. Et on va parler d'engagement, qui est au cœur de notre mandat du côté d'IRCLC, au cœur du vôtre également pour plusieurs d'entre vous. Et on va également parler de la suite. On va discuter ensemble avec vous de la suite à venir. Prochaine page, s'il vous plaît. Donc, le contexte afghan. Vous le savez, évidemment, le Canada est engagé pour appuyer les ressortissants afghans qui veulent fuir la crise humanitaire qui se déroule actuellement en Afghanistan. C'est un contexte extrêmement complexe, un contexte extrêmement volatile qui se compare, mais relativement mal, en fait, avec la situation qu'on a connue en Syrie. La situation autour de l'Afghanistan et en Afghanistan continue d'être très volatile, comme vous le savez. Et pour nous, pour réussir à amener des réfugiés afghans de notre côté, il y a des obstacles à chaque étape, que ce soit même pour simplement quitter la résidence. Jean, je m'excuse de t'interrompre. Donc, en fait, c'est juste par rapport au micro, on n'entend pas très bien. Donc, soit parler un peu plus fort ou peut-être essayer sans le truc. Je suis désolée, hein, les joies de la technologie, mais on s'en sort bien. Oui, ça va. J'ai le complet. Hein? C'est vraiment le package complet. Donc, évidemment, vous savez, est-ce que c'est mieux maintenant? Est-ce que je vais parler plus fort et le microphone est plus à l'avant? Vous m'entendez bien, d'ailleurs? Moi, j'entends bien. J'attends le commentaire de l'interprétation. Ouais. Excellent. Merci. Donc, du côté du gouvernement fédéral, on s'est engagé donc, à réinstaller 40 000 réfugiés afghans vulnérables et ça constitue évidemment une des grandes priorités du gouvernement actuel. Et je vais passer maintenant la parole à ma collègue Jeannette qui va vous tracer un portrait du côté des clients et aussi le début d'un portrait au niveau de la prestation de service. À toi, Jeannette. Merci, Jean, d'avoir passé la parole. Donc, je vais commencer par... Juste un instant. D'accord. Donc, à ce jour, depuis août 2021, le Canada a accueilli plus de 8 680 ressortissants afghans et le rythme des arrivées continue à augmenter en 2022. Donc, on va commencer par regarder les statistiques clés ensemble. Donc, c'est une de nos pages web du ministère que je vais partager avec vous. Donc, je crois que vous l'avez vu rapidement plus tôt. Donc, vous pouvez voir ici, la page s'appelle « Bienvenue Afghan, statistiques clés ». Et sur cette page, on réitère que le gouvernement du Canada est déterminé à respecter son engagement actuel d'accueillir 40 000 réfugiés et Afghans vulnérables au Canada, et ce, notamment dans le cadre de 2 programmes. Donc, le programme spécial d'immigration pour les Afghans qui ont aidé le gouvernement et un programme humanitaire. Donc, vous pouvez voir ici, accueillis au Canada. Donc, jusqu'à présent, nous avons accueilli 8 680 personnes de l'Afghanistan, donc de ressortissants afghans, de tous volets confondus, depuis août 2021. Et ces renseignements sont à jour en date du 9 mars 2022. Et ces données sont mises à jour régulièrement. Vous pouvez voir ici plus précisément sous le programme spécial d'immigration pour les Afghans qui ont aidé le gouvernement du Canada, que nous avons reçu près de 15 000 demandes jusqu'à présent et plus de 10 000 d'entre elles ont été approuvées et près de 5 000 ressortissants afghans sont arrivés au Canada jusqu'à présent. Et dans le cadre du programme humanitaire, près de 4 000 sont arrivés au Canada. Et plus bas, vous pouvez voir une carte du Canada, une carte interactive, et vous pouvez voir les petits boutons rouges. Et c'est là où se retrouvent les ressortissants afghans.
Et plus bas, vous pouvez voir que le nombre de réfugiés parrainés par le gouvernement et le nombre de réfugiés parrainés par le secteur privé, par collectivité et par province sont indiqués. Donc, vous pouvez aller voir d'une page à l'autre. Par exemple, ici, nous avons Calgary en Alberta. Donc, la ville a accueilli plus de 895 réfugiés parrainés par le gouvernement et 260 réfugiés parrainés par le secteur privé pour un total de 1155. Donc, je vous invite à aller visiter cette page lorsque vous avez un peu de temps. Et pour retourner à la présentation, donc, les réfugiés afghans au Canada sont vulnérables et ont des besoins critiques à leur arrivée et très peu d'entre eux peuvent s'exprimer en français. Donc, nous avons recueilli quelques données intéressantes pour vous dans le cadre de cette présentation et je vais devoir juste regarder mes notes parce que je ne les connais pas par cœur. Donc, de août 2021 à la fin janvier 2022, le Canada a admis 6 640 réfugiés parrainés par le gouvernement et le secteur privé. Et ce nombre diffère, vous allez remarquer, du nombre total de personnes accueillies que je vous ai montré sur le site Web, parce que le nombre total comprend tous les volets confondus. Et le total, comme j'ai mentionné précédemment, est de 8 680 en date du 9 mars. Donc, pour ce qui est du genre, 51% sont des femmes. Et pour les groupes d'âge, 66% ont moins de 30 ans et 88% ont moins de 44 ans. Donc, vous pouvez voir que c'est une population qui est jeune. Pour ce qui est de l'éducation, 18% n'ont aucune scolarité, 33% ont 12 ans ou moins de scolarité et 12% ont 13 ans ou plus de scolarité et 37% n'ont pas indiqué le niveau de scolarité dans leur demande. Donc, j'aimerais faire la nuance ici et de rappeler que, comme mentionné précédemment, on a une population qui est très jeune, donc probablement beaucoup d'enfants qui sont toujours à l'école, des adolescents et des jeunes adultes qui sont encore aux études. Et pour ce qui est de la distribution géographique par province ou territoire de destination, donc nous avons les 10 premiers rangs, mais je vais juste couvrir les 5 premiers rangs. Donc, vous avez l'Ontario. Donc, la majorité des réfugiés afghans se sont dirigés vers l'Ontario avec un total de 43%. Et ensuite, au second rang, nous avons l'Alberta avec un total de 25%, la Colombie-Britannique avec 7%, la Saskatchewan avec 5% et Terre-Neuve et Labrador avec 4%. Et pour ce qui est de la distribution géographique par région métropolitaine, donc vous avez Toronto, et je crois que ça ne surprend pas personne. Donc, 26% des réfugiés ont décidé de choisir Toronto comme leur ville de destination. Et ensuite, 7% ou 8% pour Calgary. Et pour Vancouver, c'est un total de 7%. Et ensuite, on a Ottawa avec 5% et Saint-Jean-de-Terre-Neuve avec 4,2%. Et pour ce qui est de la connaissance autodéclarée des langues officielles, donc dans le cadre des réfugiés afghans, donc 31% d'entre eux ont déclaré ne connaître ni l'anglais ni le français. 25% d'entre eux ont déclaré connaître l'anglais seulement. 0% ont déclaré connaître le français seulement. Et 0,5% ont déclaré avoir une connaissance de l'anglais et du français. Donc, je reviens à mon point mentionné précédemment qu'il y a très peu de réfugiés afghans pouvant s'exprimer en français. Et pour ce qui est donc, un effort collectif est crucial pour bien accueillir les réfugiés afghans et nous nous appuierons fortement sur nos partenaires internationaux et nationaux de confiance pour soutenir nos engagements. Et plus de 100 organisations de la société civile et du secteur privé ont également aidé à mobiliser de milliers de bénévoles liés aux fournisseurs de services à travers le Canada. Et on aimerait aussi mettre l'accent sur le fait que les parrainages de réfugiés joueront un rôle très important dans notre réponse à cette crise parce que le gouvernement ne peut pas prendre la charge de tout ça. On a besoin d'aide à ce niveau. Et ensuite, pour ce qui est
Donc, par le biais du programme d'aide à la réinstallation, IRCC finance des fournisseurs de services dans 39 communautés à travers le pays, à l'extérieur du Québec, pour fournir des services essentiels, immédiats aux réfugiés pris en charge par le gouvernement et à d'autres clients éligibles. Et vous êtes peut-être au courant que le 17 janvier, le ministre Fraser a annoncé un investissement de plus de 35 millions de dollars pour accroître la capacité de réinstallation et étendre les services d'établissement partout au Canada. Et plus précisément, cet investissement comprend un montant de 21 millions de dollars pour l'ajout de 9 nouveaux fournisseurs de services du programme d'aide à la réinstallation, notamment en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick. Donc, nous sommes fiers du même coup de doubler le nombre de fournisseurs de services francophones qui s'inscrivent dans le cadre d'aide à la réinstallation. Et ces organisations contribueront à réduire la pression sur les fournisseurs de services existants à travers le Canada et offriront aux réfugiés la possibilité de s'établir dans des petites et moyennes collectivités où il est plus facile de trouver un logement abordable. Donc, le moment est opportun parce qu'on vit une crise nationale du logement où trouver un logement abordable est très difficile en ce moment au Canada, non seulement juste pour les réfugiés, mais vraiment pour tout le monde. Puis, 14 millions de dollars seront investis dans les services de gestion de cas pour que les 14 fournisseurs de services existants puissent aider les nouveaux arrivants plus vulnérables qui ont un besoin de soutien et d'orientation pour réussir leur intégration dans leur nouvelle collectivité. Et cela comprend aussi un projet pilote visant à renforcer la gestion de cas francophones dans les prairies est aussi prévu. Donc, les nouveaux arrivants vivent souvent de nombreux changements lorsqu'ils s'adaptent à la vie au Canada et ces nouveaux investissements viendront aider les réfugiés afghans qui arrivent au Canada. Je te repasse la parole, Jean. Votre micro, Jean. Toujours pas, on ne vous entend pas. Ah oui, il faut appuyer sur le micro ouvert, c'est toujours préférable. Oh là là. Donc, une petite question rapide pour Ryan. Si Ryan, tu pouvais m'indiquer combien de temps il me reste considérant les crédits technologiques, ça serait apprécié. Donc, vous avez vu maintenant, grâce à Jannick, un portrait de la clientèle et une partie de l'offre de service. Je veux faire un zoom pour, sans jeu de mots, sur l'offre de services plus particulière au niveau des RAPSPO francophones, des organismes pour l'accueil des réfugiés francophones. Vous le savez sans doute, on a la chance d'avoir un accueil francophone qui est solidement établi au Manitoba, déjà depuis 2003, pour pouvoir penser célébrer le 20e anniversaire avec un beau gâteau et plusieurs chandelles. Cet accueil-là a contribué merveilleusement depuis de nombreuses années. Cette organisation-là est d'ailleurs reconnue bien au-delà de la sphère francophone au sein de l'écosystème de l'établissement et de la réinstallation. Cette organisation-là a également très bien contribué dans le contexte de la crise des réfugiés syriens et a également développé des innovations dont je vais tenter de parler un peu plus tard si j'ai assez de temps. On a, vous savez, un nouveau centre à Cornwall qui est en train de générer des nouvelles façons de faire. Ce qu'on remarque de manière intéressante, c'est le développement notamment d'une plateforme pour rassembler les ressources qui peuvent appuyer la communauté qui désire accueillir des réfugiés afghans. On note également une annonce récente qui a été faite par le ministre pour la création de 2 centres au Nouveau-Brunswick, donc dans la seule province officiellement bilingue, un terrain très, très fertile pour l'immigration francophone avec un gouvernement engagé et des organisations communautaires également, comme les organisations acadiennes, très, très fortes. Donc, ça va être intéressant de surveiller cette autre offre de services à venir bientôt. Et avec une masse critique de 4 à 5, 6 organisations francophones qui travaillent en réinstallation, donc peut-être qu'on peut considérer le développement d'un pilier francophone national pour assurer une cohérence et un partage de pratiques exemplaires. Mais au-delà, pour la prochaine page, s'il vous plaît, voilà. Au-delà de la structure, il y a des pratiques, il y a des façons de faire qui sont intéressantes.
Ce qu'on remarque dans les derniers mois, en lien avec l'arrivée des réfugiés afghans, on remarque un intérêt très, très fort de la communauté francophone à contribuer à l'effort national, à cet important projet de société qui dépasse la question de la langue. Évidemment, la question de la langue demeure, mais il s'agit ici également de sauver des vies d'Afghans qui tentent de fuir leur pays. La FCFA a également mis en place des webinaires nationaux extrêmement intéressants qui nous aident à développer et à mieux appuyer les organismes francophones qui s'occupent de la réinstallation. À titre de mémoire, il y en a eu un sur les enjeux politiques en lien avec la réinstallation. Il y en a eu un extrêmement intéressant récemment sur la question du logement. Et il y en aura un d'ailleurs, et je fais une petite publicité. Il y a un webinaire qui est sur l'anti-islamophobie le 21 mars qui vient et on vous invite à y être. Ça promet d'être fort intéressant. On remarque également qu'il y a une synergie très riche entre les RIF et les PAR. On le note évidemment au Manitoba, on le note également dans le contexte de l'organisme de Cornwall, où il y a vraiment une belle collaboration avec le RIF qui vient appuyer le PAR, qui vient mobiliser la communauté et qui vient appuyer l'accueil et la réinstallation des réfugiés. Il y a également, on note également des créations d'opportunités, c'est-à-dire que certaines communautés, Kapuskasing, on n'a pas la nommer, qui réalisent qu'ils ont quelques atouts au niveau du logement, au niveau des lieux de culte, au niveau de l'emploi, au niveau même en fait de l'engagement citoyen, et qui se rendent compte qu'ils ont plusieurs ingrédients d'une recette qui peut être magique. Donc ça, c'est vraiment bien et on espère voir ça se répéter partout au pays. On a également des outils qui ont été faits sur mesure. Peut-être que ce n'est pas très connu, mais peut-être que Benito va en parler dans quelques minutes. Mais l'accueil au Manitoba a mis en place très tôt du logement temporaire à court, moyen et long terme pour les réfugiés. Donc, ils étaient vraiment des précurseurs sur cette question et ils continuent d'être des précurseurs sur d'autres dimensions. Notons également le portail de collaboration de Cornwall qui va permettre l'identification de ressources en termes de logement. C'est particulièrement intéressant. Et évidemment, l'accueil et la réinstallation, ça peut être des catalyseurs communautaires. On peut penser qu'il y a des cercles vertueux qui sont installés parce que la communauté se mobilise pour accueillir des réfugiés afghans notamment, et ça vient catalyser les énergies de la communauté et rassembler les énergies, et ça fait des projets communs pour la communauté. Donc, c'est très intéressant. Et quand la communauté est engagée, évidemment, il n'y a pas de limite, vraiment, pour l'accueil et l'appui aux réfugiés. J'ai presque terminé. À la prochaine page, le projet de société. Bien, écoutez, évidemment, ça, c'est un projet à long terme. La haute gestion au ministère nous dit souvent que la réinstallation des réfugiés, qu'ils soient afghans ou autres, c'est rarement un sprint. C'est un marathon. C'est une entreprise de longue haleine qui ne fait que commencer. Et comme le disait le commissaire Téberge hier lors de l'événement, la première journée du symposium, ça suppose un engagement très large et solidement enraciné. Et c'est ce que la communauté francophone est en train de nous offrir en collaboration avec IRCC. Il reste beaucoup de travail à faire et il faut qu'on veille à ce que les réfugiés afghans continuent de bénéficier des services et du soutien de réinstallation et d'établissement dont ils ont besoin dans les mois puis dans les années à venir. Pour les familles afghanes, pour s'intégrer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire évidemment des écoles pour les enfants, des possibilités d'emploi, de l'aide à l'apprentissage d'une et pourquoi pas 2 langues officielles. On s'entend, pas dès la journée 1, on s'entend, il y a d'autres besoins, mais pourquoi pas apprendre 1 ou 2 langues officielles. Donc, pour nous, évidemment, ce qui est important, c'est que les Afghans puissent s'intégrer pleinement à la société canadienne. Et ça va se poursuivre grâce aux efforts de tous les ordres de gouvernement, les fournisseurs de services, les organismes communautaires et caritatifs, les employeurs, les parrains privés qui ont un rôle extrêmement important à jouer et les Canadiens qui donnent de leur temps et qui font des dons. La dernière page, s'il vous plaît. La suite. Écoutez, je vais aller carrément directement à la deuxième puce, de Kaboul à Kiev.
dans la suite du discours du président Zelensky. C'est clair qu'on a tous en tête. On a tous en tête l'Ukraine et qu'est-ce qui se passe en Ukraine. Mais je pense que c'est important de partager quelques faits avec vous, des faits très concrets. Donc, l'Europe offre actuellement une offre de services de réinstallation extrêmement robuste pour les Ukrainiens qui se déplacent actuellement en Europe. De notre côté, ce qu'on remarque du côté du Canada, c'est que c'est le filon de l'immigration régulière qui est utilisé. Et on a déjà eu plus de 7000 Ukrainiens qui sont venus s'installer par la filière d'immigration régulière au Canada, non pas par la filière des réfugiés. Ça va être vraiment à surveiller. Et pour la suite des choses, évidemment, nous, je compris dans une minute, Ryan et Macrin, pour la suite des choses, évidemment, on veut poursuivre la collaboration avec la communauté francophone. On pense qu'il y a un momentum vraiment intéressant du côté francophone pour travailler plus à fond sur la question de la réinstallation. Vous êtes en train, les communautés, de développer une expertise en réinstallation. On le reconnaît, on le sent, on l'entend à chaque fois qu'on interagit avec vous. Et on va être certainement à l'écoute dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ceci dit, et encore une seconde, on entendait tout dernièrement, lors d'une consultation du Conseil national d'établissement francophone auprès des communautés, qu'il y avait quelques priorités. Et en fait, Guillaume y a fait référence en partie. Donc, évidemment, il faut mieux appuyer les services d'établissement francophones et la capacité de mieux desservir les personnes réfugiées en français. Il faut renforcer les capacités en parrainage privé. Il faut multiplier les opportunités de francisation des personnes réfugiées. Il faut offrir des services de santé mentale. Il faut s'occuper du défi du logement. Et il faut évidemment s'assurer que les réfugiés soient informés de l'existence de la langue française et des communautés francophones du Canada. Ce que la FCFA, d'ailleurs, fait merveilleusement bien, notamment avec une superbe vidéo. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le voir. Je vous invite à le visualiser. Donc, voilà, c'est le début du travail en ce qui nous concerne. On va être à vos côtés, on l'espère, pour les prochains mois, les prochaines années, pour faciliter l'accueil des réfugiés afghans et peut-être éventuellement des réfugiés ukrainiens au besoin. J'arrête là-dessus. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup, Yannick, pour cette encore très intéressante présentation. D'ailleurs, vous avez suscité beaucoup de commentaires positifs sur justement les nombreuses initiatives à IRCC et je suis certaine qu'on aura la chance d'en discuter parce qu'il y a plusieurs questions qui vous sont déjà décernées. J'invite d'ailleurs les participants à continuer à mettre leurs questions sur le questions-réponses. On va pouvoir adresser et continuer cette conversation par la suite. Et d'ailleurs, de ce que j'en entends, il y a aussi plusieurs autres événements qui arrivent et qui pourront permettre aux personnes d'approfondir certains aspects de votre présentation. Donc, un grand merci encore une fois. Donc, notre prochaine panéliste, malheureusement, pour un imprévu de dernière minute, n'a pas pu être là physiquement. Alors, il y a des défis avec la technologie et l'accès à Internet pour l'instant, mais elle a eu la gentillesse et la générosité de nous filmer à l'avance sa contribution au cas où que le problème se présente. Donc, on va quand même pouvoir profiter de sa présentation. Donc, la panéliste en question s'appelle Bintou Sako. Elle est directrice d'accueil francophone, un organisme d'accueil pour les immigrants œuvrant sous la tutelle de la Société de la francophonie manitobaine depuis 2017. Madame Sako élabore et administre des programmes et des services à l'intention des migrants et de réfugiés francophones. Donc, on aura donc l'opportunité de voir la vidéo en question tout de suite. Donc, je passe le micro cette fois-ci à Bintou, mais de manière virtuelle. Bonjour tout le monde. Je voudrais commencer par remercier la FCFA de m'avoir donné l'opportunité de faire une présentation aujourd'hui à l'occasion du symposium annuel sur l'immigration francophone. Mon nom est Bintou Sako, je travaille pour l'accueil francophone du Manitoba sous la tutelle de la Société de la francophonie manitobaine. Alors, ma présentation porte aujourd'hui sur l'accueil de personnes réfugiées au sein des communautés francophones et acadiennes.
Alors, l'accueil francophone est signateur d'entente de programmes d'aide au rétablissement avec IRCC depuis 2009. Et nous avons actuellement plusieurs catégories de réfugiés que nous desservons. Nous avons commencé d'abord par les réfugiés parrainés par le gouvernement, qui normalement sont des GARS qu'on appelle, ou des RPG, alors sous la Convention. Donc, ils arrivent et qui sont entièrement prises en charge par le gouvernement du Canada. Mais à l'intérieur du programme de réinstallation des réfugiés, il y a aussi possibilité d'être signateur d'entente de parrainage avec le gouvernement, IRCC bien sûr, pour le programme mixte des réfugiés désignés par un bureau de visa ou pour le programme de parrainage par le secteur privé. L'objectif, de toutes les façons, quand ces personnes arrivent, c'est de leur offrir l'assistance dont ils ont besoin et de les guider afin qu'ils puissent très bien s'établir au Canada ou la communauté qui les accueille. La différence entre les deux programmes, c'est que le programme GARS ou RPG, qui est le programme d'aide au rétablissement, le client est pris en charge entièrement par le gouvernement, tandis que pour le secteur privé et le programme BVOR, il y a une responsabilité partagée entre les personnes qui parrainent ou qui désignent et le gouvernement. Donc, c'est ça la différence. Alors, quel service essentiellement on doit offrir à ces clients quand ils arrivent chez nous? D'aller les accueillir à l'aéroport, répondre à leurs besoins immédiatement. Donc, leur trouver un hébergement temporaire et puis identifier tout de suite et traiter les besoins essentiels et immédiats. Parfois, ça peut être très, très difficile dans la mesure où des fois, ils arrivent en très bonne santé ou des fois, ils n'arrivent pas aussi en bonne santé. Alors, il y a des besoins où les conditions peuvent différer aussi d'un groupe à un autre. Par exemple, nous, on a l'expérience avec les Syriens, les Yazidis, les Rohingyas et maintenant avec les Afghans. Alors, les conditions d'arrivée des clients peuvent changer d'une clientèle à une autre. Donc, ça peut générer des besoins qu'il faut traiter immédiatement. Donc, il faut élaborer un plan d'aiguillage en matière de réinstallation, donner des orientations, bien sûr, sur différents sujets guidés par rapport aux programmes et services fédéraux et offrir aussi une orientation financière et qui va aider le client à gérer son propre budget parce qu'ils reçoivent un budget du gouvernement. Donc, il faut les aider à pouvoir gérer ce budget-là convenablement pour qu'il ne soit pas mal pris et offrir aux besoins des services de traduction ou d'interprétation. Comme je l'ai mentionné, nous sommes un service francophone, mais nous avons bâti la capacité grâce au réseau de bénévoles que nous avons ou grâce aussi aux interprètes que nous embauchons pour pouvoir nous aider à offrir le service dans la langue de choix du client. Nous devons offrir aussi une orientation sur le logement, aider à trouver un logement permanent parce que la période de transition n'est pas longue. Donc, il faut installer le client dans son logement permanent et donner l'information sur la vie canadienne, faire une évaluation de sortie du programme à la fin et puis offrir le service de garde aux besoins aux enfants quand ils sont en train de suivre le programme. Donc, les besoins peuvent être vraiment élevés à l'arrivée, surtout sur le plan médical. Et donc, du coup, on doit mettre en place des dispositions et développer beaucoup de partenariats, mieux orienter le client et mettre en connexion avec des services justement appropriés pour pouvoir les soutenir dès leur arrivée. Ça, c'est très, très important. Et on doit être très rapide et proactif. Donc, il y a beaucoup de partenaires qui sont impliqués dans le projet. Les aiguillages qui se font à l'intérieur de ça, il y a beaucoup de groupes qui sont impliqués, qui vont assister, qui vont aider à ce que le client ait tout le service dont ils ont besoin.
Et parfois, vous voyez, on a un point commun central au milieu, c'est le client, mais qui est en connexion et les services se traversent d'une certaine façon. Donc, tout le monde travaille avec le client dans ce sens-là. C'est pour juste illustrer un peu tout ce qui se passe quand le client arrive. Alors, à l'intérieur de ça, il y a la gestion de cas qui se fait. Donc, lors de l'évaluation, nous devons faire une évaluation complète des besoins et donc offrir des soutiens personnalisés et intensifs, y compris des visites à domicile aussi quand le client est déjà installé. Il faut beaucoup d'accompagnement au rendez-vous, surtout parce qu'ils ne savent pas se déplacer jusqu'à ce qu'ils comprennent comment se déplacer. Et aussi, ils doivent comprendre le système communautaire, comment ça fonctionne ici. Et on doit faire constamment un suivi pour voir comment est-ce que la situation évolue, non seulement avec les partenaires et comment le client se sent aussi. Alors, il y a toute la question de santé mentale, bien sûr, qui est abordée aussi parce qu'il y a beaucoup de traumas chez certaines personnes. Donc, il y a les services de soutien sociaux qui sont beaucoup axés sur le client et parfois ce que le client a vécu avant de venir chez nous. Donc, on donne du soutien aussi à ce niveau. Et les ressources communautaires que nous avons, le programme PAR, dans le cadre de l'entente, est d'une durée de normalement 4 à 6 semaines pour le client. Il faut que le plan qui est élaboré soit vraiment réaliste pour faciliter la transition du PAR vers le programme d'établissement. Donc, à l'intérieur de ça, nous devons aiguiller le client vers des services d'établissement et des services dans la communauté élargie. Le client doit comprendre les ressources, comprendre aussi ce qui existe autour de lui et comment se connecter avec ces services-là en cas de besoin. Donc, les niveaux de gestion de cas varient de 1 à 4. Donc, comme vous allez le voir, la famille de réfugiés standard, le niveau 1, c'est celui qui fait face aux obstacles habituels d'un nouvel arrivant. Alors, c'est pas très lourd généralement. Et au niveau 2, vous allez voir que le client fait face à une crise aiguë, a besoin de soutien supplémentaire pour surmonter les difficultés, mais ne fait pas face à une multitude d'obstacles qui persisteront à long terme. Ça va disparaître éventuellement avec le temps. Le client peut passer de niveau 1 à niveau 2 ou niveau 3 selon l'indépendance qu'il développe et selon la façon dont il s'adapte, la rapidité avec laquelle il s'adapte dans son environnement. Alors, au niveau 3, le client nouveau arrivant fait face à des multiples obstacles d'établissement qui persistent probablement à long terme ou qui persisteront à long terme, disons. Et au niveau 4, le client extrêmement exigeant qui ont besoin de solutions sur mesure pendant des courtes périodes dans des circonstances exceptionnelles. Donc, vous voyez, ça varie d'un cas à un autre. Donc, nous devons être au courant de ces cas-là et donc référer le client au service approprié. Alors, il y a un suivi quand même qui se fait constamment quand le client arrive pour s'assurer de mieux comprendre les besoins du client et aussi pour s'assurer de mettre le client en connexion les ressources appropriées. Nous faisons tout au début, les démarches administratives, aussi les papiers du gouvernement comme le numéro d'assurance sociale, la carte de santé, prestations qui sont remplies pour les clients, les services d'employabilité, l'inscription des enfants à l'école, le suivi avec l'école et aussi les services au niveau de connexion communautaire qui permet aux clients de s'épanouir un peu ou d'être au courant des activités qui pourront éventuellement le distraire un peu aux besoins ou connaître un peu ou développer son réseau d'amis. Donc, il y a l'assistance qui se fait aussi à ce niveau. On a des programmes comme le programme de jumelage, par exemple, des familles qui veulent être jumelées à nos familles réfugiées qui arrivent. Donc, on les met en contact avec. Alors, c'est la résolution de cas constamment et l'assistance quand même qui est donnée au départ et qui exige beaucoup d'heures de temps
et aussi l'engagement à la cause pour continuer à soutenir. Alors, il y a parfois l'épuisement professionnel qui arrive. C'est pour cette raison qu'on a aussi un réseau de bénévoles qui est très fort, qui se mobilise parfois pour nous aider. Parfois, c'est avec des communautés ethnoculturelles pour nous appuyer, ou parfois, ce sont des bénévoles aussi de la communauté qui se proposent pour nous aider à nous accompagner. Donc, ça, c'est à l'intérieur du programme RAP que nous avons. Je vais maintenant parler du deuxième projet qui est un nouveau projet, qui est le projet de renforcement des capacités francophones pour le parrainage privé. Alors, ce nouveau projet, on l'a entamé il n'y a pas très longtemps. C'est un projet en partenariat tripartite avec le Collège La Cité et le CESOC, Conseil économique et social d'Ottawa, Carleton à Ottawa. Le but de ce projet, c'est vraiment d'assurer un parcours idéal pour les réfugiés parrainés, parce que on a constaté justement que il y a besoin de faire un peu de travail dans la communauté francophone pour pouvoir mieux comprendre le programme de réfugiés privés et aussi pour s'impliquer davantage, faire la promotion pour que les gens puissent s'impliquer davantage, parce qu'on voit que c'est beaucoup développé du côté des anglophones. On voudrait aussi pouvoir impliquer les gens dans ce programme. Donc, les activités qui ont été approuvées pour ce projet-là principalement, ce nouveau projet, c'est de créer un inventaire des ressources existantes dans la communauté et les adapter en français aux besoins, parce qu'il y a énormément d'informations en anglais. Alors, ça peut aussi être une barrière pour la compréhension du programme. Donc, on va essayer d'adapter ces ressources-là et puis de les mettre en français pour que la promotion soit beaucoup plus facile et que la compréhension soit bonne aussi. Quand les ressources seront prêtes et qu'on aurait identifié tout ce qui existe, c'est aussi de commencer à faire une campagne de sensibilisation qui cible les communautés francophones sur le sujet de parrainage privé. On va développer une plateforme qui va nous permettre justement de regrouper ces informations-là et donc de commencer à travailler avec la communauté. Donc, ce sont des initiatives, à mon avis, qui sont vraiment très bonnes et qui permettent maintenant de toucher à tous les domaines qui touchent la question de réfugiés, l'accueil ou le parrainage des réfugiés dans les différentes communautés francophones à travers le Canada. C'est essentiellement ma présentation. Si vous avez des questions plus tard, je suis joignable à l'accueil francophone. Alors donc, vous pourriez certainement m'écrire ou m'envoyer un message pour pouvoir poser des questions ou pour me demander ce qu'il y en est exactement. Merci beaucoup pour votre attention. Encore une fois, je remercie la FCFA pour cette opportunité. Allez, bonne rencontre. Un immense merci à Bintou, même si elle n'a pas pu être des nôtres en présentiel virtuel. Maintenant, il faut trouver des termes pour tout. Elle nous a quand même enrichi d'une très, très intéressante présentation. Par ailleurs, si vous avez des questions spécifiques à Bintou, donc je vous invite à prendre son invitation, de lui écrire sur son adresse courriel. Vous allez voir que toutes les PowerPoint de la présentation du panel d'aujourd'hui seront disponibles sur le site web du symposium. Guillaume pourra nous mettre le lien sur le chat, mais je vous le rappellerai d'ici la fin de l'événement. Donc, un immense merci à tous nos panélistes également, donc Guillaume, Jean, Yannick, merci beaucoup aussi pour vos interventions. Là, on passe un peu à une partie un peu plus intéressante où est-ce qu'on permet aux participants de vous poser directement les questions. Donc, on vous passe aux interrogatoires. Préparez-vous. On a déjà plusieurs questions de lancer. Donc, je remercie tous les participants pour votre participation active et votre écoute très active. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure. Puis moi, je vais les partager à nos panélistes au fur et à mesure également donc, de la période. Alors, sans plus tarder, je commencerai par une question pour Guillaume, parce que tu es en silence depuis un moment déjà. Donc, je te renvoie la balle directement. Alors, Guillaume, tu as eu une question. En fait, d'abord, tu as eu un commentaire de Robert qui je trouvais très intéressant, Robert Suraki,
qui dit « Le Canada, me semble-t-il, privilégie certaines catégories de réfugiés au regard de leur pays d'origine et l'Afrique n'y fait pas bonne figure. » Donc, je pense que c'est un commentaire un peu ouvert à la discussion et c'est un sujet qui est très intéressant. Et tu as une autre question qui demande, pour te donner l'opportunité de répondre un peu aux deux au fur et à mesure. Donc, avez-vous des exemples et meilleures pratiques qui permettraient d'intégrer les communautés allophones dans les communautés francophones et non pas systématiquement vers les services d'intégration anglophones, donc emploi, études, etc. Donc, ça, c'est une question de Catherine Dandonneau. Merci, Ryan. Donc, le premier commentaire, j'apporterai quand même une certaine nuance. Je ne dirais pas nécessairement privilégiée parce qu'il y a des situations d'urgence de grande ampleur humanitaire où il y a un besoin réel que la communauté internationale se tienne les coudes et agisse rapidement. La question des réfugiés afghans, la question des réfugiés ukrainiens qu'on voit se dessiner à l'heure actuelle, la question des réfugiés syriens il y a quelques années. Mon point en présentant ces différentes crises-là qui sont mieux connu au Canada, notamment parce qu'on est davantage engagé, c'est plutôt pour illustrer la capacité du Canada à mobiliser rapidement des ressources et à atteindre des objectifs quand même, somme toute, ambitieux en matière de réinstallation de personnes réfugiées sur une courte période de temps. Toutefois, c'est vrai qu'il y a des situations de crise ou d'urgence à l'échelle internationale qui sont méconnues et pour lesquelles on est moins actif. Et oui, une de mes recommandations, si j'avais une recommandation à émettre, c'est peut-être de développer une expertise auprès de dans ces zones-là qui sont moins connues, notamment en Afrique. Il y a la situation du Burundi sur laquelle j'ai parlé tout à l'heure. Il y a la question aussi de la situation en République centrafricaine, qui est une des situations d'urgence qui est identifiée par le Haut Commissariat aux Nations unies pour les réfugiés. Et lorsque je regardais les statistiques, je crois que entre 2016 et 2019, c'est seulement environ 1000 réfugiés de cette région-là qu'on avait accueillis. Donc, est-ce qu'on peut faire mieux dans ces zones-là? Je crois que la réponse est oui, et c'est une des pistes. Donc, important, en complément à ce qui est déjà fait, parce qu'il y a des besoins importants ailleurs, et en complément à ça, le Canada pourrait se développer une expertise dans ces zones-là, en partenariat avec, par exemple, des mesures de parrainage privé au sein des communautés et accueillir un plus grand nombre de personnes réfugiées dans ces zones-là, notamment dans les dans les situations d'urgence plus méconnues. Et pour la question des réfugiés allophones, donc je vais commencer une réflexion, puis après ça, on pourra passer à d'autres questions aussi pour Jean et Jannick. Mais il y a toute la question aussi de l'information, donc de s'assurer que l'information est partagée, pas seulement une fois. Donc, ce n'est pas nécessairement un gros package et qu'on coche, OK, on mentionne l'existence des communautés francophones, service en français, check, c'est terminé, on passe à autre chose. Parce qu'au moment de l'accueil, comme je l'avais mentionné, c'est dans une situation de vulnérabilité importante et le contexte est complètement différent de d'autres catégories d'immigration. Et il y a tout un lot d'informations qui est partagé à ces personnes-là au moment de l'arrivée. C'est aussi des chamboulements importants au moment de leur vie. Donc, on quitte son pays d'origine en raison de crainte de persécution. On a peut-être passé une certaine période de temps dans les zones de conflit, des camps de réfugiés. On arrive au pays. Donc, au niveau personnel, c'est des situations particulièrement difficiles. Et même si on mentionne au passage l'existence des services en français, disons que ce n'est pas la première priorité peut-être à ce moment-là. Donc, c'est important de pouvoir aussi rappeler cette information-là, la vulgariser et la rendre accessible et pas prendre pour acquis que parce que ça a été mentionné, que ça a été intériorisé aussi par les personnes. Notamment dans le cadre de la recherche à laquelle je faisais allusion en Atlantique, je me souviendrai, c'était le cas d'une personne qui, au moment de l'arrivée, tout ce qu'elle voulait, c'était pouvoir tenter sa chance ailleurs. Et en fait, lorsque la personne du gouvernement lui a demandé est-ce que vous êtes plus à l'aise en anglais et en français, la personne s'est exprimée d'abord en anglais et à la fin, elle avait seulement fait une phrase en français pour demander est-ce qu'il préférait l'utilisation de la langue française. La personne elle-même comprenait beaucoup mieux le français, mais par peur de déplaire dans ce contexte-là, elle dit non, English is good, donc on a procédé en anglais et cette personne-là n'a pas eu accès aux services en français qui auraient pu faciliter son intégration. Dans d'autres cas, les personnes ne sont pas nécessairement informées des possibilités d'inscrire les enfants à l'école francophone, aux différentes opportunités. Donc oui, il y a un travail à faire au niveau du partage d'informations et comment ce partage-là est fait. Donc à brûle pour point, ça serait quelques réflexions que je partagerai là-dessus. C'est très intéressant, puis en plus, ça renvoie parce qu'on voit qu'il y a clairement un intérêt de la part des participants sur ces questions-là. Avant de renvoyer la balle à Jean et Jannick pour leur donner l'opportunité de continuer, je vais aussi leur diriger une des questions qui leur a été posée à eux. Donc, comme ça, peut-être ça peut vous permettre de l'intégrer dans votre réponse. Dans cette même lignée, un participant a demandé quels sont les critères de sélection des réfugiés
plus particulièrement du point de vue donc, bon, de la race, l'âge, la scolarité par l'IRCC. Donc, je pense que ça tombe dans la même notion de est-ce qu'il y a des privilèges, est-ce qu'il y a une certaine forme de discrimination dans cette sélection. Puis c'est intéressant aussi ce que tu avances, Guillaume, sur la notion de, il y a une différence entre ce qui est publicisé et ce qui est reçu comme message. Et donc, ça, c'est aussi en prenant en considération qu'une personne réfugiée arrive et est bombardée d'informations. Et donc, comment trouver une manière de véhiculer ces informations-là pour qu'ils se distinguent. Donc, ça, c'est des questions qu'on peut aborder. Donc, Yannick, Jean, je vous ouvre la parole aux deux, puis vous pouvez vous la partager. Oui, absolument. Je peux commencer, en fait. Donc, IRCC, lors de la sélection de réfugiés, on va mettre en œuvre la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Et je vais faire référence à la Convention de Genève sur le statut de réfugié que Guillaume a mentionné précédemment, qui définit la définition d'un réfugié. Donc, c'est une personne qui est persécutée en fonction de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social ou à ses opinions politiques. Donc, c'est vraiment en fonction de ces critères qu'on évalue des demandes. On regarde également à savoir si les personnes concernées ont accès à des solutions durables. Donc, par exemple, est-ce que le rapatriement volontaire dans le pays d'origine est une option? Une autre solution durable est celle de l'intégration locale. Donc, est-ce que la personne peut s'intégrer à la communauté d'accueil dans le pays d'accueil? Et si aucune de ces options n'est possible, on va considérer la réinstallation dans un pays tiers. Donc, tout ce qui a à faire avec la scolarité, l'âge, le sexe, ce n'est pas considéré lorsqu'on évalue des demandes de réfugiés. C'est des critères qui sont plutôt évalués ou regardés lorsqu'on évalue d'autres types de demandes d'immigration. Jean? Peut-être poursuivre, il y avait comme une dimension de la question qui était par rapport à l'offre de services. Peut-être qu'on ne devrait pas assumer que le parcours d'intégration francophone est connu de tous et peut-être qu'on veut en parler pendant peut-être 2 petites minutes. Ma collègue Marie-Ève Filto, qui est peut-être d'ailleurs en ligne, et son équipe travaillent depuis de très nombreuses années pour la mise en place d'un parcours d'intégration francophone. Vous devez savoir que les gens qui veulent immigrer au Canada sont informés dès la réception de leur lettre, dès qu'ils reviennent, dès qu'ils sont admis comme résidents permanents. Ils sont informés de l'existence des 2 langues officielles, évidemment. Que ce soit pour l'obtention de services, on a fait des grandes améliorations. Quand je dis on, c'est l'équipe de Marie-Ève et les collègues aux opérations. Les fournisseurs de services anglophones ont l'obligation de référer les clients francophones aux organisations francophones si c'est le souhait des clients d'expression française. Et maintenant, il y a comme une suite d'offres de services qui est mise en place, des services francophones partout au Canada, ou presque. Et on espère pouvoir faire bientôt la même chose avec les services de réinstallation. Comme on vous l'a dit un peu plus tôt, 2 nouveaux fournisseurs de services au Nouveau-Brunswick, un très solide au Manitoba, un très innovant à Cornwall. Bon, mais voyons ensemble avec vous, c'est quoi les prochaines étapes pour assurer une croissance qui a du bon sens pour la réinstallation en français. Je voyais également une question extrêmement intéressante sur l'intégration au sein des écoles. J'en profite pour l'indiquer. Vous savez, là où ça se passe, c'est au niveau de la collaboration, notamment entre les réseaux d'immigration francophone et ce qu'on appelle en anglais, désolé, c'est automatique, le RAPSPO, donc l'Organisation responsable de la réinstallation. Et c'est en combinant les 2 organisations qu'on réussit à sensibiliser la communauté, les conseils scolaires, etc., à venir se présenter, à venir rencontrer les réfugiés et à leur parler de l'importance de parler 2 langues au Canada, de parler les 2 langues officielles et d'aller peut-être à l'école française. Et sur une base anecdotique, on rencontrait dernièrement, et c'était très touchant, je dois vous le dire, des réfugiés syriens qui s'étaient installés dans la région, dans l'est de l'Ontario, et qui ont inscrit leurs enfants à l'école française. Et leurs enfants sont maintenant trilingues, parlent 3 langues. Les parents, c'est plus difficile pour eux, mais eux, les parents sont enchantés parce que les enfants sont équipés pour le futur, pour rentrer sur le marché du travail, pour participer dans le sens civique à la vie canadienne. Donc ça, c'est des atouts énormes. On ne compte pas ça dans l'atteinte de la cible de l'immigration francophone. C'est des enfants qui s'intègrent à la communauté francophone, mais c'est un bénéfice
gigantesque pour la communauté. Puis, si je peux reprendre la balle au bon pour vous poser une autre question que j'ai trouvée très intéressante dans le Q&A. C'est quoi l'impact de ces vagues donc, de réfugiés, maintenant par exemple plus récemment afghans, mais aussi avant syriens, sur l'immigration économique? Donc, est-ce qu'on doit réajuster nos cibles en immigration économique? Est-ce qu'il y a moins de place? Donc, on prend moins. Donc, comment ça interagit? Comment ça influence les uns sur les autres? Bien, je peux commencer, si tu veux bien, Jannick. Écoutez, on a des seuils d'immigration extrêmement élevés. Là. On a des seuils d'immigration, c'est des records historiques qu'on établit d'une année à l'autre. Donc, dans les fourchettes vraiment d'immigration, il y a une certaine marge de manœuvre effectivement, considérant également les souhaits des provinces et des territoires de recevoir des résidents permanents. Ce n'est pas aussi des vases communicants qu'on pourrait le croire, parce que veut pas, comme Guillaume l'a dit déjà à 2 reprises, au niveau des réfugiés, c'est les situations de crise internationale qui décident de l'agenda. On n'a pas un contrôle parfait là-dessus. Donc, on ne peut pas vous dire si on va recevoir 7000 réfugiés afghans dans les 2 prochaines semaines, peut-être qu'on est capable. Mais dans les 6 prochains mois, ça dépend du contexte international, ça dépend vraiment de la situation, des capacités des partenaires, parce que le Canada ne travaille pas tout seul sur la question des réfugiés. Il y a un grand nombre de partenaires, même d'autres pays, en fait, qui sont alignés avec le Canada pour faciliter tout ça. C'est d'une grande complexité. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et c'est d'une grande fluidité également. Merci beaucoup. Puis, si je poursuis avec les questions de l'audience, il y a aussi une question, puis Guillaume, je sais que tu l'as abordé un peu dans ton intervention lors de la première question qui a été posée, mais comment on surpasse justement cet enjeu de visibilité pour les communautés francophones? Comment on se rend plus à l'avant-scène pour les réfugiés donc, qui s'installent tout nouvellement au Canada pour rendre en fait nos services attrayants mais disponibles et que ça soit vraiment une référence? Comment on fait ça? Comment on pratico-pratique, comment on le matérialise? Je ne reviendrai pas sur ce que je mentionnais, juste l'enjeu de la visibilité, de comment on partage l'information à l'arrivée et aussi de réfléchir aux méthodes de partage qui sont particulièrement importantes à cette étape-là. Et il y a toute la question aussi du renforcement des capacités communautaires qui est très importante parce que si on veut davantage engager les communautés francophones dans l'accueil des personnes réfugiées, mais il faut se donner les moyens de nos ambitions pour être en mesure de répondre aux besoins particuliers des personnes réfugiées. Il y a des exemples de bonnes pratiques qui se développent. La présentation de Bintou, donc on voit qu'il y a une expertise qui s'est développée dans le côté du Manitoba. Il y a d'autres exemples, je pourrais penser à Franco-Queer à Toronto, qui s'est développé une expertise pour les réfugiés sur la base, qui ont notamment qui ont obtenu le statut de réfugié sur la base de leur orientation sexuelle en tant que membre de la communauté LGBTQ2+. Donc, il y a des exemples de bonnes pratiques qui existent, mais il faudrait les généraliser et donner les moyens donc, aux organismes francophones de développer les expertises également. Donc, ça, il y a une part, il y a ce travail-là qui est à faire. Il y a aussi toute la question du parrainage privé. Donc, il y a des ententes de parrainage privé que le gouvernement signe avec des partenaires. Et en ce moment, il y a un nombre limité, en fait, de partenaires dans les communautés francophones. Donc, je n'ai pas regardé la liste récemment, mais on peut les compter. Je crois que c'était peut-être Jean qui pourra plus en parler que moi, mais c'est quand même assez limité en termes de nombre. Donc, il faut développer les capacités communautaires. Et en parallèle aussi, comme je l'ai mentionné, augmenter la visibilité et s'assurer que l'information soit transmise. C'est une question aussi de sensibiliser le personnel qui travaille auprès des personnes réfugiées, parce qu'on peut en discuter entre nous aujourd'hui, mais il faut que ça se rende aussi sur les acteurs sur le terrain qui interagissent avec les personnes pour s'assurer que ce ne soit pas juste une petite case à cocher. Donc, OK, langue officielle, service en français, coché, le message est transmis, on n'en reparle plus. Il faut vraiment que les gens qui interagissent auprès des personnes réfugiées intègrent aussi ça. Et comme je l'ai mentionné, en raison du contexte de vulnérabilité, les méthodes de transmission de l'information sont d'autant plus importantes. C'est très pertinent, puis je vais donner la chance, je pense on aura le temps juste pour ça, on pourrait continuer pour des heures, mais je donnerai la chance donc à Jean et Jannick de réagir à cette réponse, intervention de Guillaume avant de pouvoir clôturer le panel. Donc, je vous en prie. Peut-être, oui, merci. Peut-être juste compléter l'importance de la diaspora. Je suis d'accord avec l'ensemble, tout ce que vient de dire Guillaume, 100% d'accord. Mais je pense que la diaspora, par exemple, la communauté ukrainienne qui est au Canada, qui est installée,
J'entends depuis quelques jours de la part de leaders francophones communautaires dans la région des Prairies que la communauté francophone a des affinités de longue date, depuis des décennies avec la communauté ukrainienne dans les Prairies. Ça, c'est un levier comme énorme et incroyable de faire passer l'information de la communauté à la diaspora jusqu'à l'étranger sur la vitalité des communautés francophones. C'est vraiment un levier qu'il ne faut pas négliger et qu'on devrait, nous aussi, de notre côté, mieux appuyer. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais dans le futur, pourquoi pas considérer quelque chose comme ça? Jannick, voudrais-tu réagir aussi? Pas sur cette question, c'est le dossier principal à Jean, donc il a très bien répondu. Excellent. Ben, écoutez, alors c'est ce qui va mettre fin à la période de questions. Je vous remercie énormément pour votre participation à ce panel. Pour les membres de l'audience également, un immense merci pour vos questions. La conversation ne doit pas s'arrêter là. Si vous voulez poursuivre cette conversation, vous pouvez entre autres le faire par le biais de la plateforme Labo. Donc, on vous invite à le faire. Puis, sans vouloir parler au nom de nos panélistes, je suis sûre qu'ils seraient heureux de répondre à vos questions encore. Donc, il y en a toute une liste qu'on n'a pas eu la chance encore d'adresser. Par ailleurs, je vous informe que Guillaume a partagé le lien sur le chat pour le sondage SurveyMonkey. Donc, on vous demande encore une fois très généreusement d'aller le remplir. Ça nous rendrait un immense service pour améliorer les éditions suivantes de l'événement. Donc, un grand merci encore une fois pour votre participation. On vous invite d'ailleurs à continuer avec nous ce symposium au courant de la semaine. Donc, mercredi, on a un autre panel sur l'immigration francophone comme outil de relance économique. On a également un autre événement jeudi sur les institutions postsecondaires, des lieux au cœur de la mobilité et de l'immigration. Et vendredi, un plein feu sur les services pré-départ. Donc, la conversation ou les conversations, devrait-on dire, se poursuivent et on espère compter sur votre présence. Donc, un immense merci et une excellente fin de journée à tout le monde. Au revoir, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir tout le monde.